Bonjour à tous, le but est donc de reprendre un petit peu le cours, de toute façon, ce que vous ayez un support vidéo, si jamais vous avez éventuellement oublié des choses que j'aurais dit en cours, ce qui normalement ne devrait pas arriver. Alors le but c'est de reprendre la neuroanatomie et de reprendre des éléments assez simples en général, sans forcément atteindre des niveaux de complexité trop importants, hein. Le but c'est d'arriver à se débrouiller dans la vie quotidienne, d'avoir des repères, hein, quand on va gérer des pathologies plus complexes, bien sûr, la maladie de Parkinson, l'accident vasculaire cérébral, ou d'autres pathologies qu'on verra par la suite. Donc, pas la peine d'aller chercher les choses très complexes et vraiment, il faut se limiter et adapter l'enseignement, je pense, à un objectif. Ça vous sert à rien de savoir exactement, par exemple, ce que c'est l'insulte à droit. Même déjà pour des médecins non neurologues, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va synthétiser. Alors, les notions vraiment importantes, c'est des notions vraiment d'abord de séparation entre le système nerveux central et périphérique. C'est vraiment très important parce que c'est vraiment une base, hein, pour la pathologie ensuite. Des notions d'anatomie simple, l'encéphale, le tronc cérébral, la moelle, les racines, les nerfs, les muscles, enfin des choses vraiment qu'on va reprendre après en détail. Des bases de physiologie, c'est-à-dire la physiologie, c'est le fonctionnement, hein, normal des organes. Qu'est-ce qu'un neurone, qu'est-ce qu'une synapse? Quelle est la structure du cerveau et de la moelle, c'est-à-dire qu'est-ce que la substance blanche, qu'est-ce que la substance grise, les structures nerveuses et la jonction entre le nerf et le muscle. On verra des grands schémas de fonction, mais ils ne seront pas traités aujourd'hui puisque ça dépend du cours sur la neurophysiologie. Alors, des choses de neuroanatomie générale, puis après, normalement, il y a un quiz de test, bien sûr, en fin de cours habituellement, mais que je n'enregistre pas aujourd'hui. Alors, le système nerveux central, je vais aller très vite, hein, pour que ce cours soit pas aussi long que la version classique. Alors, bien sûr, l'encéphale au-dessus, ensuite le tronc cérébral, la moelle épinière, et puis ensuite ce qui va composer le système nerveux périphérique, avec donc les racines qui naissent de la moelle. Ils vont former d'ailleurs au niveau des membres supérieurs le plexus brachial, c'est-à-dire c'est en fait une sorte de carrefour, ces racines vont se regrouper pour ensuite donner les nerfs, et puis il y a un plexus lombaire et sacré au niveau des membres inférieurs. Alors l'encéphale, hein, bien sûr, c'est protégé par la voûte crânienne, c'est entouré aussi par les méninges, qui est une structure fondamentale, et puis ça contient un système un peu hydraulique, hein, c'est-à-dire ces cavités, ces citernes qui contiennent du liquide céphalorachidien au centre même du cerveau. Le contenant, bien sûr, c'est le crâne, c'est une cavité inextensible, solide, très très solide, hein, sur la partie, bien sûr, de la voûte, hein, qui résiste à des coups très importants. La partie temporale est beaucoup plus fragile, beaucoup plus fine, souvent le lieu d'accident. Les trous à la base du crâne, bien sûr, servent à faire passer le tronc cérébral et la moelle, mais il y a d'autres trous qui servent bien sûr à faire passer par exemple les artères carotides, les sinus veineux qui vont ensuite donner les jugulaires, et puis d'autres artères, notamment les artères vertébrales. Autour du cerveau, les méninges, cette structure qui a plusieurs rôles, hein, qui est composée de plusieurs feuillets, notamment la pymère, qui est ce sorte de feuillet. On ne voit pas la différence bien sûr entre la pymère et le cerveau, c'est tellement accolé que c'est solidaire. Un feuillet qui suit donc l'ensemble des replis. Et puis d'autres feuillets, notamment les feuillets dont vous entendez parler, la dure-mère, parce que c'est un terme qu'on reprendra en traumatologie avec ce qu'on appelle un hématome extradural ou sous-dural, c'est des termes à connaître, qui sont des feuillets adhérents à l'os et donc qui forment des cavités qui sont normalement des cavités virtuelles en dehors des espaces sous-arachnoïdiens. Alors, ces méninges, elles ont plusieurs rôles, notamment un rôle de protection, un rôle d'alimentation, puis un rôle de résorption du liquide céphalorachidien, c'est ce liquide qui est sécrété par les plexus choroïdes au centre du cerveau. Alors au centre du cerveau, plus précisément, en fait, ces plexus choroïdes, ils fabriquent ce liquide et donc ils sont situés dans les ventricules. On ne va pas refaire toute l'anatomie des ventricules, sachez quand même qu'il y en a deux qui sont latéraux, qui sont les plus gros, qui se déversent chacun dans un troisième ventricule. Ensuite, il y a un quatrième ventricule qui est en face du cervelet, en bas, et ce liquide va ensuite diffuser. Ce liquide, il est présent dans plein d'endroits, hein. Vous vous rappelez qu'on peut bien sûr le prélever lorsqu'on fait une ponction lombaire, au niveau lombaire, plus précisément au niveau L4. Il diffuse autour de la moelle, il est présent autour du cerveau et il sera donc réabsorbé par les méninges. Concernant l'encéphale, alors je suis désolé, la diapositive est un peu moyenne, elle est mal coupée. Deux hémisphères séparés par une fissure interhémisphérique.
hein. Chaque hémisphère comporte 4 lobes, et je simplifie un petit peu parce qu'il y a des choses plus profondes au niveau du cerveau dont on pourrait discuter, mais on va séparer les choses en 4, c'est plus simple: le lobe frontal, le lobe temporal, le lobe pariétal, le lobe occipital. En dessous de ces lobes, il y a une structure qui vient protéger, qui s'appelle la tente du cervelet, et en dessous vous avez le cervelet et donc le tronc cérébral. Le tronc cérébral est en lui-même une structure qui comporte 3 sous-ensembles. Alors ces lobes, évidemment, ils auront une importance fondamentale, et puis ils n'ont pas tous les mêmes rôles. Bon, le lobe occipital a un rôle fondamental pour la vision, le lobe pariétal pour la sensibilité, le lobe frontal très important dans la motricité, et puis le lobe temporal notamment dans la mémoire et le langage. Pas uniquement, bien sûr, parce que le langage est aussi réparti sur le lobe pariétal et le lobe frontal du côté gauche. Les choses sont bien sûr pas aussi simples, on ne peut pas résumer un lobe à une fonction. Alors dans la structure, si vous coupez un cerveau, vous verrez qu'il y a deux grandes organisations complètement différentes, là où il y a les neurones, et puis là où il y a des fibres. C'est que les neurones se poursuivent par des fibres et qui leur permettent de communiquer entre eux. Alors c'est vrai que moi j'avais une vision un petit peu cartographique de tout ça. On peut considérer que le cortex, c'est le terminus au départ de tout ça. Ça peut être considéré comme Paris, hein. Alors pourtant je suis à Montpellier, mais prendre une image un peu cartographique. Les noyaux gris centraux sont ensuite les relais. Alors le cortex, c'est pas une structure qui est homogène en fonction des endroits du cerveau, en fonction des lobes. Il n'a pas la même structure, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs types de neurones. C'est pas un neurone, bien sûr, dans le cortex isolé, hein. C'est des interneurones qui se reconnectent entre eux avec plusieurs couches successives différentes, donc en fonction de l'endroit et de la zone du cerveau. Ces neurones, comme vous voyez, il y a une partie de l'information qui arrive, une partie qui ressort, bien entendu. Ensuite, vous avez les noyaux gris centraux, qui sont des relais de cette information corticale au centre du cerveau. Et puis, vous avez les voies, les routes, si vous voulez, qui sont faites simplement des voies de passage, des fibres que je considérais comme la substance blanche. Enfin, c'est une image un peu grossière, évidemment, et très centrée sur une vision très parisienne de tout ça. Alors, ces noyaux gris centraux, c'est quoi? En fait, c'est des structures, cette sorte d'amas de neurones qui sont interconnectés entre eux et qui sont eux-mêmes connectés avec les autres structures neuronales du cerveau. Et on les identifie par groupe. Alors, il y a les plus connus, bien sûr, hein. Il y a le thalamus, le putamen, le pallidum, l'hippocampe, la substance noire. Il y en a encore beaucoup d'autres, le noyau dentelé par exemple. Et ils sont composés vraiment d'une concentration très importante de neurones et surtout d'énormes relais entre eux, extrêmement complexes. Si on regarde la structure elle-même, c'est-à-dire si on regarde l'histologie, qu'est-ce qu'on a comme cellules qui composent ces structures? On a sur les neurones, c'est impossible de passer à côté, mais également les astrocytes avec cet aspect très particulier, hein, que vous avez là avec des structures qui vont à la fois adhérer aux artères, mais également aux neurones, avec un rôle qui est assez complexe, à la fois d'alimentation, de protection, de cicatrisation. Vous avez les oligodendrocytes, qui vont avoir un rôle pour la création de la myéline en grande partie, et puis vers ces gaines de myéline qui sont autour des axones. Alors il y a d'autres structures comme la microglie qui ont un rôle de cicatrisation et de défense également. Alors voilà pour les méninges, le liquide céphalorachidien et l'encéphale. Si on descend en dessous du cerveau, on va arriver sur le tronc cérébral. Alors c'est très important parce que c'est une zone très dense qui est vraiment un carrefour majeur. D'ailleurs, quand vous avez une pathologie à cet endroit-là, notamment les accidents vasculaires, souvent ça donne des dégâts importants puisqu'il y a plein de zones qui convergent pour descendre ensuite vers le reste du corps. Ça peut laisser sur les tout petits accidents des séquelles très lourdes. Alors on le sépare en 3 parties. Là, ce qu'on appelle le mésencéphale, ou alors les pédoncules cérébraux, en haut, la protubérance au milieu, ou le pont, et puis en dessous, le bulbe. Et puis de ces structures vont naître des nerfs qu'on appelle les paires crâniennes. En fait, il y en a bien sûr un de chaque côté. Et ils vont partir ensuite pour donner l'innervation, par exemple, de la langue, du visage pour sa sensibilité, de l'œil pour la vision, mais également pour les mouvements oculomoteurs, de l'olfaction, de l'audition, etc. Ces nerfs, bien sûr, ils naissent de neurones, et ces neurones, ils sont regroupés eux-mêmes dans des noyaux. C'est pour ça qu'il y a tellement de nerfs à cet endroit-là que si on venait de redécouper tous les noyaux présents à cet endroit-là, ce serait extrêmement complexe.
Là, c'est une schématisation en 3D, avec bien sûr donc, des neurones dédiés à ces paires crâniennes, mais également à la régulation du rythme cardiaque, de la respiration, de la douleur et de la sensibilité. Si on descend encore un peu plus bas, on arrive sur la moelle épinière. La moelle épinière, bien sûr, vous savez qu'elle naît du cerveau, on vient de le voir, puisqu'elle est la prolongation directe du bulbe. Elle contient également, comme le cerveau, de la substance blanche et de la substance grise. C'est bien de la moelle que naissent les racines qui vont ensuite se prolonger, bien sûr, pour donner le plexus, puis le nerf. Elle se situe et elle est protégée dans le canal rachidien, donc elle est protégée par l'os. Vous avez bien sûr les corps vertébraux avec entre chaque bien sûr un disque, et puis derrière des épineuses qui viennent protéger dans l'axe pour éviter que si vous prenez un coup par derrière, le coup vienne traverser et vienne traumatiser la moelle. Si on regarde une coupe de moelle, on se rend bien compte effectivement que vous voyez très bien la substance grise, là, qui est dessinée en gris, et la substance blanche qui fait passer les fibres comme dans le cerveau. Alors il y a deux cornes, il y a une corne qu'on dit antérieure, une corne postérieure. La corne antérieure étant plutôt dédiée à la fonction motrice, la corne postérieure à la fonction sensitive. Et c'est un lieu fondamental de passage, bien sûr, d'informations qui remonte, l'information sensitive, par exemple, qui vient partir du pied pour remonter dans la moelle et aller vers le cerveau, ça passe par cet endroit-là, ça passe par la corne postérieure. Ou descendante, c'est-à-dire un ordre qui vient du cerveau, qui va descendre dans la moelle pour aller jusqu'à l'ordre moteur, par exemple. Je n'irai pas plus loin sur la moelle, c'est bien sûr beaucoup plus complexe. Je pense que c'est les données de base nécessaires. Alors, le système nerveux central, bien sûr, il y a une vascularisation, il faut connaître au moins le minimum. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes, un artériel et un veineux. Je vais peu insister sur le veineux, mais par contre, sur l'artériel, c'est fondamental. Il y a 4 artères principales qui montent au cerveau, 2 artères carotides, 2 artères vertébrales. Alors bien sûr, ça c'est un schéma, on voit très bien les 2 artères carotides. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que les 2 artères vertébrales sont derrière. Une fois dans le crâne, elles se réunissent pour former le tronc basilaire, avec plein de petites artères qui vont vasculariser de manière préférentielle le tronc cérébral. Mais tout ça, ça se regroupe dans ce qu'on appelle le polygone nobili, c'est-à-dire qu'au centre du cerveau, les artères de naissance carotidienne et vertébrale, tout ça, ça se rejoint, ça crée un cercle, et ce qui fait que vous pouvez vivre avec une carotide bouchée, finalement, grâce à un réseau qu'on dit de suppléants, c'est-à-dire que le reste du système vient jouer le rôle de l'artère qui a été bouchée. C'est un cercle qui était la naissance des principales artères cérébrales. Alors bien sûr, l'artère cérébrale moyenne, celle qui vient vasculariser plus de 60-70% du territoire cérébral, mais également les artères cérébrales antérieures et postérieures, et vous en avez pour chacune une à droite, une à gauche. Voilà. Là, vous le voyez là-haut, c'est ce petit système où vous voyez cette communication cyclique entre ces différentes artères. Concernant le système veineux, alors vous avez plein de petites veines qu'on appelle les veines corticales qui longent le cortex et qui viennent drainer pour se rejoindre dans des veines plus grosses qu'on appelle des sinus. Chacun, bien sûr, va avoir un sens. Il va y avoir un sinus sagittal supérieur, inférieur. Tout ça va se regrouper dans les sinus ensuite latéraux, puis les sinus pétreux, puis les sinus jugulaires, et ensuite donner les veines jugulaires une fois que tout sera sorti du crâne pour rejoindre ensuite, bien sûr, la veine cave supérieure, puis le cœur. Ensuite, tout ça est redrainé, réoxygéné et repart dans la circulation normale. Pour la moelle, bien sûr, il y a une vascularisation particulière, une artère spinale antérieure, on peut tout à fait faire un accident vasculaire de la moelle, et puis 2 artères spinales postérieures. Le système maintenant nerveux périphérique, vous avez vu le cerveau, la moelle, le tronc cérébral, tout ça c'était du système nerveux central. Si on passe à la suite, je vous rappelle que de la moelle naissent des racines qui se réunissent en plexus, qui donnent les nerfs, et les nerfs vont être donc ce système qui va nous permettre de remonter l'information depuis des terminaisons sensitives, mais aussi pour donner l'information motrice, soit vers les viscères, soit bien sûr vers les muscles. Alors le nerf, il a une composition extrêmement complexe également, c'est toujours pareil. Bien sûr, il y a des vaisseaux, des artères, des veines, il y a également une organisation avec des fascicules. Autour du nerf, il y a donc l'épineuve, et puis dans ces fascicules, la présence
de fibres qui parfois contiennent de la myéline et puis parfois pas. C'est-à-dire qu'au sein même du nerf, vous avez des fibres qui conduisent l'information à des vitesses très différentes. Pourquoi des vitesses différentes? Puisque grâce à la gaine de myéline, il y a ce qu'on appelle une conduction nodale, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller de proche en proche tout doucement, grâce à la gaine de myéline, ça fait des petits amas, et entre les amas, ça fait des nœuds de Ranvier, c'est-à-dire que la transmission ne passe directement d'un nœud à l'autre, et elle saute entre guillemets comme ça beaucoup plus rapidement, et se transmet plus vite. Tout ça, c'est le système nerveux périphérique. Il ne faut pas oublier le système nerveux autonome, qui en fait partie, et qui sert à réguler, par exemple, la salivation, le rythme cardiaque, la fréquence, la tension artérielle, mais également, bien sûr, donc, la sudation, les sécrétions lacrymales, les sécrétions bronchiques, les sécrétions intestinales. Et vous avez deux systèmes qui s'opposent et qui se complètent. Un système qui nous sert par exemple à réagir en cas de danger, qui augmente la fréquence cardiaque, la tension artérielle, et puis un système qui est plutôt un système de repos, qui augmente et qui améliore la digestion, la vascularisation de l'intestin. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt pour le prochain cours.